Bonjour, comment allez-vous? Donc c'est le vlog numéro 2 en français. Donc bienvenue à tous, merci pour toutes les questions et tout ça. Et donc je vous parle en ce moment de la ville de Sintra au Portugal. C'est le troisième séminaire européen, donc on en a eu deux à Torrance et maintenant c'est le troisième en Europe. Nous étions en Hollande, à Utrecht la première semaine et après à Nuremberg la semaine dernière en Allemagne. Et donc aujourd'hui nous sommes au Portugal, à Sintra. Et le séminaire, aujourd'hui on est vendredi, donc le séminaire commence demain et dimanche. Et le troisième sur la liste. Et tout se passe très très bien. Donc nous sommes tous très contents. On va essayer de continuer ça le plus longtemps possible. Donc la semaine dernière, j'ai expliqué un peu le pourquoi de Strong Fit. Et donc cette semaine, je voulais expliquer le comment. C'est ça qui... c'est pas tellement quoi faire qui m'intéresse, c'est plutôt expliquer le pourquoi et le comment. Et donc, laissez-moi expliquer le comment du système de StrongFit pour que vous puissiez comprendre comment comment je base toutes mes décisions et tout ça. Et donc, de toute évidence, pour moi, l'idée, c'est de pouvoir aider les gens au maximum. Et donc, j'ai vu que dans le fitness, donc le grand problème, c'est ce trou entre tout ce qui est PT, donc les physiothérapeutes, et repartir à l'entraînement de performance, quoi, cette espèce de trou au milieu. Et vous verrez que donc il y a un grand problème avec avec beaucoup de coachs donc qui ont cette mentalité qui est euh, soit ça casse et donc vous allez voir le médecin, sinon on s'entraîne à fond. Si vous n'êtes pas capable de vous entraîner à fond, ça veut dire qu'il faut aller voir le médecin. Et donc il y a cette espèce d'écart entre les deux, et c'est là où je ne suis pas d'accord du tout. Pour deux choses. Déjà, la première chose, c'est que euh, s'il y a un problème, c'est que quelque chose a créé. Si c'est un pied, quelqu'un qui vous rentre dedans, qui vous coupe le genou, un truc comme ça, c'est différent. Mais si le problème a été créé avec le temps, parce que le mouvement n'était pas bon, ça crée une espèce de tension qui n'était pas la bonne et qui commence à, par exemple, à mettre une pression sur le genou, s'arrêter ne va pas résoudre le problème. Vous faites quelque chose d'une manière incorrecte. Donc si vous revenez à cette manière-là, comme avant, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. C'était la définition de la folie par Einstein, qui est de faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Et donc cette manière des coachs qui disent on va attendre que ça casse et on va recommencer à zéro, ben donc vous allez avoir exactement le même résultat. Et donc s'il y a un problème qui est lié à un certain déséquilibre musculaire qui crée certains problèmes, il faut le régler dès le départ. Et en plus de ça, les coachs voient ça comme si c'est tout ce qui les intéresse, c'est vraiment le programme, quoi. Mon programme marche comme ça. Si tu n'es pas capable de faire le programme, faut faire autre chose. Et donc cet écart au milieu me dérange beaucoup parce que euh, de toute évidence, pour pouvoir aider les gens, il va falloir déjà comprendre où le problème a commencé. Hein. Euh, Qu'est-ce qui a créé ce déséquilibre musculaire qui a créé le problème? D'où ça vient? Est-ce que c'était le mouvement qui était incorrect? Est-ce que c'était la tension qui n'était pas la bonne? C'est exactement toutes ces questions-là qui moi, m'intéressent parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aider les gens. Sinon, c'est simplement arrêter d'aller voir docteur, arrêtez 3 semaines. Évidemment, vous allez vous sentir mieux parce que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait le problème pendant 3 semaines. Mais du moment que vous recommencez, ça va revenir exactement comme avant, quoi. Donc déjà, il faut arriver à comprendre d'où vient le problème. Et donc ça, je vais expliquer ça maintenant. Mais la deuxième part aussi, c'est le programme des coachs. Il faut faire le programme, il faut faire le programme. C'est pas ça être un coach, c'est pas utiliser le programme. Pour expliquer ce que je pense de ce côté-là, je vais utiliser comme exemple les échecs. J'aime énormément les échecs. C'est quelque chose que j'ai étudié depuis très longtemps. Et en ce moment, je suis très content parce que, à cause du business, de la gym aux États-Unis et tout ça, pendant des années, j'ai dû malheureusement m'arrêter à vraiment à essayer d'apprendre. Et donc là, depuis qu'on est dans la tournée, j'ai pu de nouveau me remettre à ces études-là au niveau des échecs et tout ça, ce qui me rend vraiment très content. Et donc, j'écoutais parler Josh Waitzkin. Josh Waitzkin est un Américain qui était un grand maître donc des échecs, qui avait fait le film en recherchant Bobby Fischer. Je ne connais pas la traduction en français, mais c'était le petit génie de 8 ans qui était devenu un maître aux États-Unis et tout ça. Et il se trouve en vérité que c'était quelqu'un que je connaissais par le Jiu-Jitsu parce qu'on s'entraînait avec John Machado tous les deux.
Et donc, il a toute une série ça s'appelait sur une application qui s'appelait Chessmaster. Et donc, je recommençais à écouter ça. Et c'était très intéressant parce qu'il disait justement que pour lui, pour apprendre les échecs, il avait commencé avec la fin de jeu. Pas le début, pas les ouvertures. Parce que c'est la fin de jeu qui lui avait vraiment appris l'essence des échecs. Quand il a pris chaque pièce séparément et a compris la force et les faiblesses de chaque pièce en les utilisant séparément, une contre l'autre. Donc le cavalier contre le fou contre la tour. Et c'est comme ça qu'il a compris vraiment la force de chaque position, la faiblesse de chaque position, de chaque pièce. Et c'est ça l'essence des échecs, quoi. Et à partir de là, il est allé vers le milieu du jeu, qui était plus au niveau de la stratégie basique des échecs et tout ça. Et de là, il est parti vers les ouvertures. Les ouvertures, c'est essentiellement la mémorisation. Donc, si vous vous basez simplement sur la mémorisation pour pouvoir gagner facilement contre vos amis, c'est très bien, on s'amuse et tout ça, mais vous allez toujours manquer la nature des échecs. Vous ne comprendrez pas exactement la beauté de la chose, la beauté du fin de jeu où tout se fait. C'est ça les échecs. Les ouvertures, c'est simplement une mémorisation pour pouvoir impressionner tout le monde, quoi, pour pouvoir les battre vraiment en 25 coups, des choses comme ça, ou pour pouvoir être tellement devant dès le départ que vous allez gagner à la fin. Mais ça n'est pas vraiment la nature des échecs. C'est comme simplement faire de la boxe et vouloir faire un knockout tout de suite. Ce qui, de toute évidence, c'est très important pour pouvoir gagner, mais c'est pas vraiment ça l'art de la boxe. C'est pas simplement taper le plus dur possible. Il y a tout ce qui est esquive, le jeu des pieds, des choses comme ça, quoi. Donc, pour pouvoir comprendre la nature des échecs, il faut pouvoir comprendre la fin de jeu. Et donc, je trouvais ça fascinant parce que c'est exactement comme ça que je vois les choses par rapport au mouvement. Si vous regardez les ouvertures, c'est la mémorisation, c'est vraiment toutes les méthodes qui sont là à l'extérieur. Vous regardez Louis Simmons avec Westside Barbell, Juggernaut, ça c'est pour le powerlifting en général aussi, toutes les méthodes pour l'haltérophilie, toutes ces choses-là. C'est presque de la mémorisation, c'est 85% et après on passe à 87%. Donc de toute évidence, il faut connaître tout ça, il faut lire le plus possible sur toutes ces méthodes-là, mais en comprenant que ce n'est pas la nature du mouvement, c'est simplement une application à la fin. Right? Et quelque chose qu'il faut mémoriser, quelque chose qu'il faut lire de façon à pouvoir apprendre. Mais une fois que vous l'avez appris, vous avez compris tout ça, vous passez au prochain, quoi. Il faut les lire tous une fois, et puis après ça, il faut trouver sa propre manière de faire les choses, quoi. Et donc, ça, ce sont les ouvertures. De nouveau, c'est très important de connaître les ouvertures aux échecs, mais c'est que la mémorisation, ça n'est pas la nature du jeu. Euh, Après ça, le milieu du jeu, ça serait plutôt, par exemple, apprendre, c'est la stratégie, c'est apprendre à faire le squat, apprendre à faire le soulevé de terre, apprendre à toutes les techniques qui sont nécessaires pour pouvoir appliquer le programme correctement. Et donc ça serait le milieu du jeu où il y a toutes les stratégies, ces choses. Mais la nature des échecs, donc la nature du mouvement, ça n'est pas non plus simplement le squat deadlift. La nature du mouvement, c'est comprendre les choses dont je vais parler maintenant. Donc, ce qui est comprendre comment créer la tension par rapport à la rotation, quoi. La rotation interne de manière à créer une tension dans tout ce qui compte vers le mouvement du press. Par rapport à tirer, qui est plutôt une rotation externe, c'est ça la nature du mouvement. Et c'est de ça dont justement je vais parler maintenant, parce que c'est ça qui est vraiment qui est tout, quoi. C'est comme la fin de game aux échecs. Si vous ne faites pas la fin du jeu aux échecs, vous ne comprendrez jamais vraiment la nature de la chose. Et donc pour moi, c'est pareil. Pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir euh, guérir, je veux dire, arriver à fixer tous ces déséquilibres, il faut comprendre la nature du mouvement. Et donc, quelle est la nature du mouvement? Pour ça, pour expliquer dans mes séminaires, j'utilise une boîte, quoi. Ok. La boîte a 4 coins. Le premier coin est qu'est-ce qu'un mouvement? Donc un mouvement, ça peut être tout ce qui est, en anglais on dit load, hold and carry. Donc en français, ça serait tout ce qui est soulevé, tout ce qui est porté, ça c'est carry, et hold, ça serait tout ce qui est tenir. Donc tenir comme ça sans bouger, quoi. Donc tout ce qui est soulevé, porté et tenir. Donc ce sont les trois manières. Tout dans n'importe quel mouvement est une combinaison de ces trois-là. Donc si vous pensez au squat, vous allez tenir le bar sur votre dos et soulever. Donc soulever terre, c'est la même chose. Donc c'est juste soulever, mais en tenant
la barre dans ses mains. Et donc, si vous pensez au tout ce qui est au niveau course à cheval, c'est tenir le cheval entre les jambes. Et strongman, c'est essentiellement porter des objets de l'un à l'autre, quoi. Et donc, n'importe quel mouvement commence avec ces trois parts, cette combinaison, trois éléments possibles de la combinaison du mouvement, quoi. Et donc, si on regarde sur tout ce qui est soulevé, donc le poids, il y a 4 manières de le faire. Vous avez tout ce qui est pressé. Putain, je ne peux plus parler français, mon Dieu. Tout ce qui est pressé, tout ce qui est tiré, donc tout ce qui est forme de squat et tout ce qui est forme de pivot. Donc, ce sont les 4 manières de soulever. En presse, en tiré, squat ou en pivot. Donc ça, c'est déjà pour commencer à définir le mouvement. Et donc, si je commence par là, par exemple, pour moi, un mouvement commence toujours avec une rotation, dans le sens que pour créer une certaine tension, je dois avoir une certaine rotation, ce qu'ils appellent le torque en anglais. Et donc, pour donner un exemple, juste une seconde, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Donc, pour créer une rotation, qu'est-ce qui est le plus fort? Ceci ou cela? Cela est beaucoup plus fort que ceci. Donc, c'est comme ça qu'on fait une corde et tout ça. Et donc, c'est cette manière-là qu'on crée plus de force, quoi, plus de tension. C'est en créant cette rotation d'abord. Donc, c'est comme ça que je vois le mouvement. Pour moi, le mouvement commence toujours avec une rotation. Donc, un mouvement, pour moi, c'est plutôt une vis qui rentre dans du bois qu'un clou. Un clou, ça va tout droit, mais tandis qu'une vis, c'est beaucoup plus fort, quoi. Et donc, si on part de ce principe-là, donc tout commence avec une rotation d'un côté ou de l'autre. Par exemple, pour tout ce qui est pressé, ça serait une rotation interne. Dans le sens de, par exemple, un coup de poing, vous allez toujours voir tout ce qui est les boxeurs tourner simplement comme ça. Ça me permet de créer une tension bien supérieure avec une rotation interne. Rotation interne, ça ne veut pas nécessairement dire que le bras entier va tourner. Parce que si je fais ça, en vérité, je vais perdre la tension. L'idée, c'est que le bras ne va pas tourner, mais que je vais créer cette tension simplement en essayant de... Par exemple, pour pouvoir créer la tension avec une corde, ma main ici ne bouge pas, tandis que l'autre tourne. Si les deux mains bougent en même temps, je perds toute la tension. Donc l'idée ici, c'est que je ne vais pas tourner l'humérus. Au contraire, je vais essayer de le tourner, mais en même temps, je vais résister. Et c'est ça qui va me donner la tension pour donner un coup de poing. Donc si vous regardez, par exemple, tout ce qui est presse, c'est avec une rotation interne. Là, de l'autre côté, tout ce qui est tiré, c'est rotation externe. On est beaucoup plus fort pour tirer dans ce sens-là que si j'essayais de tirer dans ce sens-là. Ça ne marche pas du tout. Donc pour activer les dorsaux, il faut tirer avec une rotation externe. Donc vous pensez bien bodybuilding, quoi que ce soit, nous sommes beaucoup plus forts dans ce sens-là. Et donc pour tout ce qui est pressé, c'est pareil, c'est beaucoup plus fort dans ce sens-là, avec rotation interne. Et donc déjà, ça amène une question intéressante qui est par rapport au snatch. Quand vous avez un snatch qui est donc position overhead, est-ce que ça serait plutôt tiré ou poussé? Pressé, putain, poussé, mon Dieu. Ça va revenir, je le promets, d'ici 2 ou 3, ça va mieux se passer. Un snatch, quand on reçoit un snatch, on tire la barre vers le bas ou on pousse la barre vers le haut. De toute évidence, nous poussons la barre vers le haut quand on reçoit, surtout 200 kg, il vaut mieux pousser. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire rotation interne ou externe? Et donc pour pouvoir recevoir un snatch, ça serait rotation interne. Et donc rotation interne, je ne veux pas dire ceci. C'est pas du tout, je veux pas changer ça. Ce que je veux dire, c'est que toujours avec les dorsaux activés, et là, je vais simplement créer une tension vers l'intérieur, comme ça, qui me permet d'engager le pec en même temps que les dorsaux et qui crée une structure très forte ici pour pouvoir garder le poids en haut. Et donc, rotation interne sur tout ce qui est poussé. Un snatch, ça serait rotation interne. On voit ça beaucoup avec tous les haltérophiles chinois qui, à chaque fois, on voit toujours le mouvement qui va vers l'intérieur. De nouveau, ça ne veut pas dire tourner. Ça, c'est autre chose. On n'est plus au niveau de la tension. Si j'essaye d'avoir la tension et je tourne, ça veut dire que j'abandonne au niveau du coude et tout ça. Ça veut dire que, au contraire, la tension va se réduire. L'idée, c'est de pouvoir vouloir tourner, mais en même temps contrôler son coude. Et de cette manière-là, vous allez voir que tout de suite, vous allez pouvoir engager le pec. Et donc,
Tout mouvement commence avec une rotation. Si vous comprenez que tout ce qui est poussé, c'est rotation interne, et tiré, c'est rotation externe, n'importe quel mouvement va obéir ces soit-là. Et donc le snatch, par exemple, ça serait une rotation interne. Ça ne veut pas dire donc que je tourne, je vais rester dans la même position, mais avec une tension qui va vers la rotation interne. Et donc j'essaie d'expliquer tous les mouvements par rapport à une rotation. Je peux tout décomposer comme ça. Et donc pour le haut du corps, c'était pousser-tirer. Donc le squat, c'est rotation externe, donc au niveau du fémur, cette fois-là. Donc pour pouvoir engager les quads, les quadriceps, il faut avoir une rotation externe. Mais donc tout ce qui est pivot, qui est au niveau des hanches, l'opposé du squat, ça serait donc une rotation interne. Et maintenant, dans rotation interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est kettlebell swing, ça veut dire tout ce qui est deadlift, ça veut dire tout ce qui est sprint, ça veut dire toutes ces positions-là qui sont en pivot, donc iraient vers la rotation interne. Et c'est là généralement où l'argument commence aussi, et dans le sens que la plupart des gens disent, par exemple pour une position de deadlift, il faudrait être en rotation externe. Ce qui est incorrect, parce que le deadlift est un pivot, pas un squat. Et donc, je peux faire une vidéo entière là-dessus, mais là, il faudrait que je rentre dans beaucoup d'explications par rapport à ça. Mais le pivot est une rotation interne, pas externe. Et c'est là qu'on voit la plupart des problèmes de dos commencer, c'est que la plupart des gens se mettent en position de pivot en rotation externe. Et donc, on a deux choses qui se battent, et généralement, ceux qui perdent, c'est le bas du dos. Et donc, l'idée pour moi, comme ça, c'est de pouvoir décomposer tout ce qui est mouvement sur juste un à la fois. Exactement comme quand la fin de jeu aux échecs, où vous prenez simplement le cavalier ou simplement la tour. Pour moi, j'essaie de décomposer le mouvement sur chaque pièce. Et donc, les pièces, pour moi, il y en a vraiment deux grandes, c'est la rotation interne ou externe par rapport au mouvement. Et donc, quatre manières de soulever trois parts du mouvement. Et donc, tout comme ça, je peux tout décomposer, tout ce que je vois de cette manière-là. Et donc, ça, c'est le premier coin de la box, de la boîte. Et après ça, la boîte a quatre coins. Donc, le premier coin, c'est cela. Le deuxième coin, c'est tout ce qui est les plans de mouvement. Comment ça se dit? Les plans de mouvement. Donc après ça, le troisième coin, ça serait tous les systèmes d'énergie. Et le quatrième coin, ce sont tous les types de contractions. Et donc, je vais parler donc les prochains vlogs. La semaine prochaine, je vais parler justement de tout ce qui est les plans de mouvement pour pouvoir expliquer ma position et ce que je crois est le problème avec CrossFit, qui est tout le plan qui est en haut, en bas, donc le plan sagittal, mais malheureusement, reste que là-dedans. Et à partir de là, on partira sur tout ce qui est système d'énergie, qui est très facile parce que CrossFit est très bon pour ça. Et après ça, tous les types de contractions et avec quelque chose qui s'appelle le mouvement primaire, qui est très important. Donc au fur et à mesure, je vais expliquer tout le système pour, à partir de là, pouvoir expliquer comment j'ai établi tout ce que je fais avec StrongFit. Ok? Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je vais commencer à répondre tout ça. Et je vais essayer de faire un séminaire, pas essayer, je vais faire un séminaire cette année en Belgique ou en France, de manière à pouvoir commencer tous les gens de pays francophones pour qu'on commence à établir cette base pour les spécialistes du mouvement. Ok, donc de nouveau, j'espère que j'ai pu vous aider un peu par rapport à ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Mettez-les dans les commentaires de façon à ce que je puisse m'expliquer un peu mieux. Ce dont je parlais aujourd'hui, ça fait 2-3 ans déjà que je continue à en parler, donc il faut que je revienne pour pouvoir tout faire ça en français. Et donc, je suis sûr que je vais manquer certaines parts. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, s'il vous plaît, n'importe quelle question, mettez-les dans les commentaires pour que je puisse répondre et qu'on établisse ça de manière correcte. OK? Je vous parle à tous la semaine prochaine. Bye.